Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau et une section du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, une section de l'école militaire des aspirants de Couët-Quillan, une section de l'école des officiers de réserve spécialistes d'état-major et une section du service de l'énergie opérationnelle. L'ensemble étant placé sous le commandement du colonel Richard Elliot, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bien. C'est parti, Marcel. Viens vers moi. Merci beaucoup. Pas de technique.
que je doive mourir, en France ou sur la terre étrangère, et à quelque moment que ce soit, je laisse à ma chère femme ou à son défaut à mes enfants le soin de régler mes obsèques comme ils le jugeront bon. Ce seront des obsèques purement civiles. Les miens savent bien que je n'en aurais pas voulu d'autres. Mais je souhaite que ce jour-là, un ami accepte de donner lecture des quelques mots que voici. Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences pourtant accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis toute ma vie durant efforcée de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge, de quelque prétexte qu'elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise, on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots. Dilexit veritatem. Vivo! En avant. Marche. Vivo. Tenez. Ah bon. 1, 2, 3, 4, 5. En avant. Marche. Portez. 1, 2, 3, 4, 5. En avant. Marche. Montluc, Lyon, 16 juin 1944. Marc Bloch est là, dans cette cellule, entre ces murs. Lui, le professeur, l'historien, le soldat des 2 guerres mondiales, le résistant. Lui, l'époux de Simone et le père de 6 enfants. On l'a arrêté il y a 3 mois, torturé. Il a 57 ans. Et ce matin, il ne sait pas encore ce que lui réserve cette journée. Les bruits courent vite dans une prison. Les listes, les camions, les noms qu'on appelle sans prévenir. Alors, il pense à sa vie, à Simone, à la République et à cette vérité qu'il a passé sa vie à chercher. Ce sang-froid, ce refus de céder, ils ne sont pas nés dans cette prison. Ils viennent de loin. Ils ont commencé sur d'autres fronts, ceux des 2 guerres mondiales.
De l'horreur des tranchées à la drôle de guerre, il apprend à faire front avec courage, face à la peur, face à la mort, aux cris des camarades qui tombent, aux ordres qui arrivent trop tard, à l'angoisse quotidienne. Mais il voit aussi circuler les rumeurs, les fausses nouvelles, ces mensonges qu'un pays finit parfois par se raconter à lui-même. L'historien comprend alors une chose: les victoires, comme les défaites, ne sont pas seulement militaires, elles sont morales. Alors plus que jamais, la vérité sera sa quête et son combat. En 1914, Marc Bloch a 28 ans. Il part à la guerre. Les tranchées, la boue, la peur. Il n'oubliera jamais ce que les sociétés font à ceux qui les servent. Même là, il observe, il note, il analyse, comme s'il ne pouvait pas cesser d'être historien. Blessé, il écrit ses souvenirs du front. Il réfléchit déjà à ce que la guerre fait à la mémoire, à ce qu'elle déforme, à ce qu'elle efface. Vient 1939. Marc Bloch a 54 ans. On le dit trop vieux. Il se porte volontaire quand même. Il raconte la débâcle de l'intérieur, l'armée qui se défait comme une chose mal cousue. La France se rend en 6 semaines. Ce n'est pas cette fois qu'il mourra pour la République.
Avant le soldat, il y a eu un enfant. Avant le combat, il y a eu une éducation. Car cet engagement pour la République, c'est son héritage et celui de Simone et de leurs enfants. Chez les Bloch, la France se transmet d'une génération à l'autre. Dans l'adversité, dans les injustices qui lui seront faites, Marc Bloch restera fidèle à ses valeurs. Il se souvient. Peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque. Je leur répondrai sans plus que mon arrière-grand-père fut soldat en 93, que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ses traditions patriotiques. Marc Bloch est né en 1886 dans une famille juive alsacienne, des optants, comme on dit. Quand l'Alsace passe sous domination allemande, ils choisissent. Ce sera la France, sa République, ses esprits libres. Ce geste-là, Marc Bloch l'a dans le corps. La France n'est pas une évidence, c'est une volonté, un engagement de tous les jours. Il naît aussi dans une famille où le savoir est une manière de vivre. Son grand-père dirige une école. Son père, Gustave Bloch, est professeur d'histoire à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne. J'ai dû à mon père le meilleur de ma formation d'historien. Ces leçons commencées dès l'enfance et qui depuis n'avaient jamais cessé m'ont marqué d'une empreinte que je voudrais ineffaçable. Il marche dans ces pas-là, ceux de son grand-père, de son père, à sa manière. Il étudie au lycée Louis-le-Grand, puis est admis à l'École normale supérieure. Professeur d'histoire, universitaire. Plus loin encore, il s'intéresse à tout ce qui permet de comprendre comment les sociétés se font et se défont. Il lit Durkheim, Albrecht, Bergson. Il se dit historien le matin, philosophe le soir. Bientôt, il ne sera plus seul. En 1919, il épouse Simone. Ensemble, ils bâtissent plus qu'un foyer, une manière d'être au monde. À la France, d'abord à Strasbourg, où Marc Bloch enseigne à l'université pendant 15 ans, puis à Paris, à la Sorbonne, dès 1936. Ce qui différencie Marc Bloch, c'est que pour lui, l'histoire est plus qu'une accumulation de dates et de faits. C'est une invitation perpétuelle à poser des questions, à chercher la vérité, au passé, au présent, au futur. Il appelle ça métier d'historien. Ce mot compte, il change tout. Métier. Quelque chose qui s'exerce, qui oblige et qui inspire encore aujourd'hui. J'aimerais que parmi les historiens de profession, les jeunes en particulier, s'habituassent à réfléchir sur ces hésitations, ces perpétuels repentirs de notre métier. Je n'ai personnellement aucun respect pour l'âge. Je crois aux jeunes. Je crois que les vieux ou demi-vieux ont très besoin des jeunes.
j'étudie à l'université. Marc Bloch m'a appris à me méfier des belles certitudes, à commencer par les miennes. Une belle idée ne vaut rien si elle ne résiste pas aux preuves. Chez lui, l'histoire commence toujours par une exigence. Comme il l'écrit lui-même, une affirmation n'a le droit de se produire qu'à la condition de pouvoir être vérifiée. Je prépare une thèse d'histoire. Et quand on commence une thèse, on croit qu'il faut déjà savoir. Marc Bloch m'a appris l'inverse. Chercher, c'est accepter des idées. Lui-même écrivait « Les causes, en histoire pas plus qu'ailleurs, ne se postulent pas, elles se cherchent. » Je suis sociologue, et chez Marc Bloch, je retrouve quelque chose de précieux. Cette conviction, comme il l'écrit lui-même, que pour bien comprendre son chez-soi et en saisir jusqu'aux originalités, le mieux est quelquefois de se résigner à en sortir. Il faut comparer, déplacer son regard, accepter l'étrangeté pour mieux comprendre le monde. Moi, je suis lycéenne. J'ai découvert Marc Bloch grâce à l'annonce de son entrée au Panthéon. Avant, je pensais que l'histoire, c'était simplement une suite de dates qu'il fallait apprendre par cœur. Et puis un jour, je suis tombée sur cette phrase de Marc Bloch. L'histoire, c'est la science des hommes dans le temps. Grâce à lui, j'ai compris que l'histoire parlait surtout des gens, et c'est le plus important. J'enseigne l'histoire dans le secondaire. Et souvent, dans ma classe, je pense à une phrase de Marc Bloch. L'historien a passé longtemps pour une manière de juge des enfers, chargé de distribuer aux héros morts l'éloge ou le blâme. Mais l'histoire, ce n'est pas ça, cela. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. C'est Marc Bloch qui m'a donné envie de devenir chercheuse en histoire. Cette phrase résonne souvent en moi. L'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent. Elle compromet dans le présent l'action même. La responsabilité de l'historien et de l'historienne porte autant sur le passé que sur le présent. Marc Bloch ne veut pas seulement transmettre l'histoire, il veut la transformer. Avec Lucien Febvre, rencontré à Strasbourg, naît l'une des amitiés intellectuelles les plus fécondes de leur génération. Ensemble, ils refusent une histoire enfermée dans le passé. Alors ils écrivent un manifeste aux accents de déclaration de guerre aux vieilles écritures de l'histoire. Tandis qu'aux documents du passé, les historiens appliquent leurs bonnes vieilles méthodes, des hommes de plus en plus nombreux consacrent leur activité à l'étude des sociétés contemporaines. C'est contre ces schismes redoutables que nous entendons nous élever, non pas à coups d'articles de méthode, de dissertations théoriques, par l'exemple et par le fait. L'avenir de l'histoire économique est à ce prix, et aussi la juste intelligence des faits qui demain seront l'histoire. En 1929, Marc Bloch et Lucien Febvre fondent une revue qui va révolutionner l'histoire, les Annales d'histoire économique et sociale. Une autre manière d'écrire l'histoire est en train de naître. Depuis des siècles, ce qui entre dans l'histoire, ce sont les rois, les batailles, les traités signés entre hommes de pouvoir. Marc Bloch dit non, ou plutôt, pas seulement. Comme Jaurès avant lui, dans Histoire socialiste de la Révolution française, il est convaincu que l'histoire appartient aux sociétés entières, aux paysans, aux marchands, aux femmes qui travaillent, aux enfants qui meurent trop tôt.
L'histoire, c'est la vie des hommes dans le temps long. Pour lui, l'historien n'a rien d'un homme libre. Du passé, il sait seulement ce que ce passé même veut bien lui confier. Alors il passe son temps à chercher partout, sans relâche. Il lit les économistes, les sociologues, les géographes. Il compare les archives, les langues, les paysages. Un chant labouré, une coutume oubliée, une légende populaire peuvent parfois en dire autant qu'un traité signé par un roi. Et il écrit des rois thaumaturges à la société féodale jusqu'à l'étrange défaite. Il cherche ce qui lie les hommes entre eux, les croyances qu'ils partagent, les dépendances qui les attachent d'un siècle à l'autre, d'un pays à l'autre. Et au cœur de cette vie de labeur et de recherche, il y a Simone. Les manuscrits relus, recopiés, annotés. À ses côtés, elle veille sur la rigueur du chercheur, sur ce refus des vérités trop simples, celles qui transforment le passé en destinée, en fatalité. Marc Bloch regarde chaque époque du passé comme un présent en train de se faire. Pour lui, l'histoire est par essence science du changement, où rien n'est jamais écrit d'avance. Partout, de tout temps, du Moyen-Âge à son siècle, de la France à l'Europe. Chez Marc Bloch, cette exigence a un nom, dilexit veritatem. Il a chéri la vérité, une éthique de la vigilance, plus encore qu'une devise, celle qui fera de lui un des plus grands historiens du XXe siècle. Mais en octobre 1940, la France bascule. Et sa vie avec. Le régime de Vichy promulgue le statut des Juifs. Son appartement est réquisitionné, sa bibliothèque envoyée en Allemagne. Face à l'antisémitisme, il refuse qu'on parle à sa place. Lui qui n'a jamais cru que les origines déterminent à elles seules un homme et son histoire. Je suis juif, sinon par la religion, que je ne pratique point non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe, et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Alors, reste une question. Que faire lorsque le pays qu'on aime renonce à ce qu'il est? Marc Bloch se sent d'abord français, pas historien d'abord, pas juif d'abord,
français. Il sait ce qu'il risque, que cette fois il pourrait ne pas revenir, mourir pour cette idée de la France qui l'accompagne depuis l'enfance, qu'il a servi dans ses combats, dans ses livres, dans sa vie. Il s'appelle Narbonne, parfois Chevreuse, ou bien Blanchard. Plusieurs noms pour un seul homme. Ses mains qui ont tenu des stylos, tourné des pages, rempli des carnets à la lumière des bibliothèques, plient maintenant des tracts, transportent des messages, coordonne des réseaux. Il entre dans le mouvement de résistance franc-tireur et en devient l'un des responsables. Puis dans les mouvements unis de résistance, son savoir devient un mode d'action. 1944 commencera pour la plupart d'entre nous dans les soucis. Mais je crois vraiment que plus véridiquement que jamais, on peut, à condition de s'élever au-dessus des hasards individuels, se dire avec assurance « bonne année ». Tous ceux qui l'auront mérité ne verront pas la grande récompense. Elle n'en sera pas moins celle qu'ils ont souhaitée et préparée. Le 8 mars 1944, Marc Bloch est arrêté par la Gestapo à Lyon. Pont de la Boucle. Klaus Barbie dirige les opérations. On le menotte, on l'emmène, on le passe à la torture, encore et encore. Les coups répétés, les poignets brisés, la baignoire 7 fois. Une double pneumonie s'ajoute aux contusions. Le corps cède peu à peu. Lui, non. On raconte que dans sa cellule, l'historien demeure. Il parle encore d'histoire, des hommes, des questions. Jusqu'au bout, le métier d'historien l'habite. Pour la France, pour les siens. La France demeurera quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis née, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel. Et je me suis efforcée à mon tour de la défendre de mon mieux. Il s'y efforcera jusqu'à la fin. Et au cœur de tout, Simone, toujours.
Mon amour, hélas, mon cher amour, me faudra-t-il partir cette année pour le long voyage sans retour et te laisser seul, mon aimé? Mon amour, hélas, mon pauvre amour, la route parfois fut malaisée. Le fardeau par moments nous fut lourd, mais nous étions deux, ô mon aimé. Mon amour, hélas, mon cher amour, me faudra-t-il partir cette année pour le grand voyage sans retour et te laisser seul, mon aimé? Mon amour, hélas, mon pauvre amour, la route parfois fut malaisée. Le fardeau par moments nous fut lourd, mais nous étions deux, Oh mon aimé, mon amour, hélas, mon tendre amour, après la joie que tu m'as donnée, ne m'en veuille pas si ce beau jour finit avant le soir. mon aimé, Mon amour, hélas, mon seul amour, quand pour moi l'heure sera sonnée, que tout mortel entend à son tour, tiens-toi bien près de moi, mon aimé. Tiens-toi près de moi, mon amour, ta joue contre la mienne appuyée, et souris-moi très doucement pour que je m'endorme heureux. oh mon aimé. Da 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 ba ba da 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 da. Montluc, Lyon, 16 juin 1944. Marc Bloch est là. On appelle son nom sans prévenir, avec 29 autres résistants. Le jour décline. J'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur.
Pivot. Posez. Levez. Pivot. En avant. Marche. Pivot. Épaulé. En avant. Marche. Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti durant ma vie entière avant tout et très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir un autre où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours de 2 guerres, il ne m'a jamais été donné de mourir pour la France. Du moins puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Il sera ensuite, s'il a été possible de s'en procurer le texte, donné lecture de mes 5 citations.
Ordre général numéro 2 du 19 janvier 1915. Le colonel Hirdman, commandant la 350e brigade d'infanterie, cite à l'ordre de la brigade l'adjudant Marc Bloch du 72e régiment d'infanterie, a conduit sa section de façon très énergique et a montré le plus grand mépris du danger. Ordre de la division numéro 15 du 3 avril 1916. Le général commandant la 125e division d'infanterie cite à l'ordre de la division l'adjudant Marc Bloch, excellent chef de section, est toujours prêt à marcher volontairement lorsqu'il s'agit de remplir une mission dangereuse. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1916, pendant que la compagnie voisine de la Sienne exécutait un coup de main sur une tranchée ennemie, a dirigé, avec beaucoup d'intelligence et de sang-froid, un détachement de grenadiers chargé d'attirer l'attention de l'ennemi dans une fausse direction. Ordre de la division numéro 47 du 17 novembre 1917. Le général Alarbos, commandant la 87e division d'infanterie, cite à l'ordre de la division le lieutenant Marc Bloch, excellent officier de renseignement, au cours des dernières opérations d'octobre 1917, a assuré avec intelligence, avec une inlassable activité et une très grande bravoure, le service d'observation dans le secteur de la division. Son observatoire ayant été renversé par un projectile ennemi et soumis à un tir d'obus spéciaux, a continué néanmoins son service en se tenant à découvert dans la tranchée, donnant ainsi à son personnel un bel exemple de courage et de sang-froid. A fourni au commandement des renseignements précieux sur la physionomie du combat. Ordre de la division numéro 115 du 6 juillet 1918. Le général Ders, commandant la 87e division d'infanterie, cite à l'ordre de la division le lieutenant Marc Bloch. Officier remarquable, tant par les sentiments élevés qui l'animent que par la haute compétence dont il fait preuve dans ses fonctions d'officier de renseignement, sa très grande activité et son mépris absolu du danger. Dans la période des attaques, a fait plusieurs reconnaissances périlleuses, au cours desquelles il dut parcourir à plusieurs reprises des zones violemment bombardées, a pu rapporter ainsi à son chef de corps des renseignements précieux qui ont aidé à la réussite des opérations, a donné en outre un bel exemple de crânerie et de froide résolution dans l'accomplissement de ses missions. Ordre général numéro 7 du 29 juin 1940. Le général d'armée Blanchard, commandant le groupe d'armée numéro 1, cite à l'ordre du corps d'armée le capitaine Marc Bloch du 4e bureau de l'état-major. Au cours des opérations en Belgique, a assumé la lourde tâche de l'organisation et de l'exécution des ravitaillements en carburant, a fait preuve, dans des conditions toujours difficiles, d'un sens avisé, d'une méthode sûre, d'une énergie tenace et a permis l'exécution des mouvements fixés par le commandement. Mémoire de proposition pour la médaille de la résistance française, attribution par décret du 24 avril 1946. À l'âge de 56 ans, étant entré dans la résistance, le capitaine Marc Bloch a commencé par occuper des postes extrêmement modestes, ne craignant pas de payer de sa personne, faisant lui-même ses liaisons, vivant avec une grande modestie. Est passé chef de la région de Lyon sous le nom de Narbonne. Arrêté à la suite de dénonciations, en même temps que plusieurs membres du directoire de Lyon, a été fusillé par les Allemands après avoir subi d'affreuses tortures.
Ce 16 juin 1944, au crépuscule, dans un champ de la région lyonnaise, les nazis exécutent leurs prisonniers. 30 hommes de toutes conditions, confessions, opinions. Un menuisier, un syndicaliste, un cheminot, des Polonais, des résistants, des communistes, et parmi eux, un professeur d'histoire, Marc Bloch. De la Sorbonne à ce champ où il tomba, Marc Bloch vécut ainsi, parmi les hommes, guidé par la volonté de comprendre leur vie et de partager leurs idéaux. Mort héroïque, parce que stoïque. Mort à laquelle il s'était préparé pour la France, comme soldat déjà blessé au front 29 ans plus tôt. Mort dont son ami Lucien Febvre dira qu'elle fut une sainte mort, mort infligée parce que Marc Bloch a résisté à la barbarie nazie et à son complice, le gouvernement de Vichy. Quand l'ennemi occupe la France à partir de juin 1940, quand le gouvernement de l'État français aux mains de Pétain et Laval entre dans la voie de la collaboration, le destin de Marc Bloch bascule comme celui de tous les Juifs. De cœur et de raison authentiquement républicains, défenseur ardent et inlassable de la laïcité, Marc Bloch endure les conséquences de l'antisémitisme d'État initié par le gouvernement du maréchal Pétain. Qu'importe, aux yeux des hommes de Vichy, la vie et l'œuvre de Marc Bloch. Pour eux, rien ne compte plus que sa judéité. Il était pourtant de ceux de 14, croix de guerre, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, vétéran de la campagne de France de 39-40, réengagé à plus de 50 ans pour défendre sa patrie, historien, normalien, professeur à l'université de Strasbourg, puis à la Sorbonne, fondateur avec Lucien Febvre de l'école des Annales, auteur des rois thaumaturges ou de la société féodale. Qu'importe cette vie de grandeur et de labeur. Les hommes au service de l'État français ne voient en Marc Bloch que le juif malfaisant, funeste, nocif, coupable parce que juif, à exclure, persécuter et effacer parce que juif. Dès la fin de 1940, Marc Bloch subit, comme tant de nos compatriotes, les conséquences de cette politique menée au nom de la France. Et sa famille avec lui. Infernal enchaînement. Il est exclu de l'université au bout d'un processus bureaucratique inique. Ses traitements et pensions sont supprimés, ses comptes bancaires bloqués, son appartement parisien réquisitionné. Il est alors obligé de quitter avec les siens la zone nord, occupée par les nazis. Ne pouvant plus partir pour l'Amérique, tous se réfugient en zone sud qui n'a de libre que le nom. De là, Marc Bloch, qui se proclame juif qui ne se cache pas, se bat comme il peut contre ce régime où l'antisémitisme est d'État, après l'adoption des 2 statuts des Juifs et la loi de juillet 1941. Et Marc Bloch mène alors une première bataille contre Vichy et les nazis. Devenu nomade entre sa maison de Fougères, Montpellier et Lyon, il lui faut sauver sa bibliothèque. Oui, sa bibliothèque, que le gouvernement de Vichy, comme l'occupant, veulent lui confisquer. 5000 livres. Patiemment rassemblés par Marc Bloch tout au long de sa vie. Livres de l'étudiant, du professeur, du républicain. 5000 livres qui disent la vérité d'un homme, son amour de la littérature, son appétit de savoir, sa soif de transmettre. Alors Marc Bloch résiste à cette persécution inepte. Ne veut pas renoncer à ses livres, à sa vie, à ce qui donne sens à son existence. Alors il se bat.
demande à Lucien Febvre d'activer tous les réseaux possibles, sollicite Fernand de Brinon, représentant de Vichy en zone occupée, écrit à Jérôme Carcopineau, ancien élève de son père, désormais au service de Pétain. On lui a tout pris, mais au moins qu'on lui laisse ses livres. Il ne demande rien d'autre pour lui, pour ses enfants. Mais non, rien n'y fait. La lâcheté des uns et la méchanceté des autres se conjuguent. L'antisémitisme lui a volé son métier, son appartement, son argent. Il faut qu'il lui vole aussi ses livres. Ces derniers sont expédiés en Allemagne, dispersés et pour beaucoup perdus. Dans la France de la collaboration, avide de prendre sa revanche sur l'affaire Dreyfus, le cas de Marc Bloch montre que dès qu'il faut s'en prendre à un juif, il se trouve toujours un préfet pour réquisitionner, un policier pour perquisitionner, un juge pour condamner, un universitaire pour justifier, un journaliste pour approuver, un voisin pour dénoncer et tant d'autres pour détourner le regard. Ne l'oublions jamais. Tout cela s'est passé. Et s'est mise en place une mécanique idéologique de haine conjuguée à une épidémie de lâcheté. Et dans le même temps, ils furent quelques-uns pour rallumer les braises de ce que nous sommes et sauver l'honneur et l'âme de la France avant d'en hâter la victoire. Oui, quelques-uns auxquels nous nous raccrochons. Un préfet, Jean Moulin, organise l'armée secrète au nom de De Gaulle. Un policier, Achille Peretti, fonde le réseau Ajax. Un juge, Paul Didier, refuse de prêter serment à Pétain. Un professeur agrégé de droit, Pierre-Henri Tedjen, entre dans le réseau qui va devenir Combat. Un journaliste, Pierre Dac, moque les collaborateurs sur les ondes de Radio Londres. Une psychiatre, Adélaïde Oval, est déportée à Auschwitz pour avoir défendu des Juifs molestés dans la rue et deviendra juste parmi les nations. Et 1038 garçons sans attache choisissent de rejoindre la France libre pour y gagner le plus beau des titres de noblesse en République, compagnons de la libération. Marc Bloch s'inscrit dans cette chaîne humaine salutaire. Lui, l'héritier des Lumières, ancien combattant des deux guerres, choisit à son tour l'armée des ombres. Le voici, à Lyon, réseau franc-tireur, recruté à 57 ans par Maurice Spécy, un gamin de 20 ans. C'est moi le poulain de Maurice, lâche-t-il dès la première rencontre avec ses camarades, fidèle à cet humour pince sans rire dont il ne s'est jamais départi. Le voici, rebaptisé Maurice Blanchard, Monsieur Rollin, ou de ses alias de résistant, Chevreuse ou Narbonne. Le voici, siégeant dans le comité des experts créé par Jean Moulin, aux côtés d'Henri Freinet, François de Menton, Alexandre Parodi, Michel Debré et tant d'autres. Ensemble, ils pensent le destin de la France libérée. Le voici, dirigeant régional des mouvements unis de résistance. Le voici, conscient des risques qu'il prend en s'exposant de la sorte, mais aussi sa famille, son épouse Simone et leurs enfants. Le voici, arrêté ce 8 mars 1944 sur le pont de la Boucle à Lyon par des Français membres de cette Gestapo dont le chef est Klaus Barbie. Et le voici enfermé à Montluc, comme Jean Moulin avant lui. Prisonnier de Francis André, dit gueule tordue, et de sa bande de collaborateurs, voleurs et tortionnaires, torturé, passé 7 fois au supplice de la baignoire, ne donnant que des noms connus pour être déjà à Londres en sécurité, préservant la vie de tous les autres. Professeur d'espoir aussi, encore et toujours. Dans la prison de Montluc, Marc Bloch, frappé, torturé, supplicié, et ce prisonnier qui demeure calme, souriant et gai. Oui, gai. Il nous encourageait, raconte l'un de ses compagnons de captivité. Il nous ranimait, nous parlait de la France, de son passé, et ne désespérait jamais. Livré aux nazis et assassiné avec ses compagnons,
au soir du 16 juin 1944. Marc Bloch est présenté par la propagande de Vichy comme terroriste parce que juif. Sa mort est même revendiquée par le chef de la milice, Joseph Darnan, terrible aveu qui marque alors la volonté des derniers fidèles de Vichy d'entraîner le pays dans la guerre civile, alors même que la défaite du nazisme et la chute du gouvernement de Vichy est inéluctable. Disons-le ici. Voilà où mène inévitablement l'antisémitisme, dès lors que quiconque s'engage sur ce chemin de ténèbres. Confronté à ce cauchemar, la grandeur de Marc Bloch est cependant de n'avoir jamais désespéré de la France et du peuple français. La résistance de Marc Bloch est aussi de pensée et d'écriture. Puisqu'il est historien et que l'histoire est un combat, puisque Vichy lui a volé ses livres, le voici qui en écrit de nouveau. 2 livres de combat, 2 livres de résistance, Apologie pour l'histoire et l'étrange défaite. Marc Bloch dédicace ainsi à Lucien Febvre son apologie de l'histoire. Nous sommes les vaincus provisoires d'une injuste défaite. Tout Marc Bloch est là, dans ces quelques mots. L'historien n'a pas vocation à contempler le passé pour déplorer ce qui n'est plus. Son devoir est au contraire d'entrer dans l'action au nom du passé. Je croyais à l'avenir parce que je l'écrivais moi-même, dira-t-il plus tard. Ainsi naît l'étrange défaite. Essai d'histoire du temps présent pour tous les lendemains à venir. Il y ausculte les plaies de la patrie vaincue et les multiples causes politiques, militaires, morales de l'humiliation de 1940. Bloch prodigue des enseignements qui nous obligent encore et pointe les raisons qui ont mené la France heureuse du Front populaire de l'été 36 au désastre du printemps 40. La perte de toute force morale de la nation, à commencer par ces élites qui cédèrent à l'esprit de défaite par détestation des élans du peuple français. Marc Bloch est sévère avec les dirigeants des gouvernements Blum qui n'ont pas vu le pire advenir, mais il l'est encore plus et surtout avec ces Français d'influence et de pouvoir qui, de fait, préféraient admirer Hitler plutôt que le Front populaire, qui doutaient de la France, la voyaient déjà décadente, au fond, n'y croyaient plus. L'esprit de défaite, sans cesse entretenu par ceux qui se proclament plus français que vous, ce sont toujours les premiers à sacrifier la France aux intérêts de puissances hostiles, les premiers à la renier, les premiers à la trahir, premiers à sacrifier à leurs intérêts un peuple libre, peuple qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils n'aiment pas. Ainsi persiste, encore et toujours, cet esprit de défaite indissociable de l'esprit de Vichy, poison lent de notre vie publique et qu'il faut combattre inlassablement. Esprit qui prétend sauver la France en l'écartant de nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité, fascination pour la force brute d'esprits faibles qui s'étaient fatigués de la complexité du monde, manquaient de caractère et ne croyaient plus dans le peuple français. Intellectuel intranquille, Marc Bloch est pour nous ce testament permanent. Testament de vie, car Marc Bloch est inséparable de Simone. Son amour, son éternelle victoire, sans qui il n'aurait pu accomplir son œuvre, inséparable de la bravoure des siens, Alice, engagée dans le secours aux enfants, Étienne, Louis et Daniel, entrés en résistance, quand les 2 cadets, Jean-Paul et Suzanne, vivent les épreuves du temps. La flamme aussi de la République, chez ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, Marc Bloch, affaire de famille, famille de devoirs, de pensée et d'action. Testament de savoir et de science aussi. Sa bibliothèque a été dispersée par les nazis, mais ce sont bien les graines de son génie européen qui ont essaimé et enfanté d'autres savants, comme lui attachés à notre civilisation de liberté, jusqu'à Carlo Ginzburg, disparu voilà quelques jours. Testament pour l'historien aussi. Papa
À quoi sert l'histoire, selon la phrase qu'il place au début de son apologie? Pour Marc Bloch, l'histoire sert à chercher la vérité et à trouver la liberté. Inspiré par son père, lui-même professeur d'histoire antique, et son frère médecin, Marc Bloch a placé la méthode scientifique au cœur de sa discipline. Le rapport aux faits, la construction de la vérité, mais aussi l'étude des sociétés humaines dans les rapports sociaux et religieux comme dans les imaginaires. L'histoire est la science des hommes dans le temps, écrit-il. Elle n'est pas une succession d'événements bruts, initiés par des individus, aussi exceptionnels soient-ils parfois, mais une construction de temps long. Marc Bloch entend lire le passé aussi dans les mentalités des peuples. Pour ce médiéviste, les croyances du paysan de la France féodale comptent autant que les gestes du roi de France. S'il est des rois thaumaturges qui guérissent par miracle et que le peuple accepte de croire à cette légende, il est indispensable de comprendre les ressorts de cette relation entre roi et peuple. Le métier de l'historien est de configurer, contextualiser, interpréter ce qui doit devenir vérité scientifiquement éprouvée. C'est là, dans les façons de sentir et penser de chacun, dans l'exploration de ce que Lucien Febvre nomme l'outillage mental, que se trouve le chemin qui mène à la vérité dans l'histoire. Vérité bâtie sur les traces, les faits, les analyses. Vérité qui se polit dans l'historiographie. Dilexit veritatem, il a chéri la vérité. Épitaphe et boussole. Idéal démocratique qui rejoint le métier de l'historien. Ainsi Marc Bloch lit-il France et histoire, République et science, gouvernement et raison. Cette méthode et ce lien sont aujourd'hui encore les meilleurs antidotes contre les poisons de la révision historique qu'un peu partout nous revoyons poindre. Oui, pour Marc Bloch, adolescent au temps de l'affaire Dreyfus, la République organise la confrontation respectueuse des faits, des idées, donne sa place à la science et à la justice, libère de la dépendance aux croyances faciles et de la crédulité aux fausses nouvelles. Et l'intégrité intellectuelle ne va jamais sans force morale ni sans courage physique. Deux fronts d'une même guerre pour la vérité, science et résistance. Testament d'un professeur, enfin. Fils de professeur, Marc Bloch ne cessa jamais d'enseigner, n'importe où, à l'université de Strasbourg comme dans la prison de Montluc. C'est comme s'il montait sur l'estrade, donnant à tous un cours simple, sans jargon, à hauteur d'intelligence, optimiste toujours. Je crois aux jeunes, disait-il. Oui. Être professeur d'histoire est ce plébiscite de chaque jour à notre jeunesse et à la force d'un nouveau printemps. Testament permanent qu'il ne finit pas de nous léguer. Ainsi Marc Bloch entre-t-il au Panthéon, vivant, là, devant nous, et son legs devient nôtre, formulé avec ses propres mots. La France demeurera quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur, j'y suis né. J'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Vive Marc Bloch, vive Simone Bloch, vive la République, vive la France.
liberté.